Je faisais une métaphore à Pierre il y a pas longtemps qui est assez marrante. Je lui ai dit en fait un site ça sert à rien. C'est comme une voiture, ça ne sert à rien. L'objet en soi, l'objet site internet ou l'objet de voiture ne sert à rien. Alors, bienvenue dans ce nouveau format dans lequel on va discuter et aborder des sujets en lien avec notre métier, c'est-à-dire le web, la communication de façon générale. Donc, à ma gauche, Céleste. Bonjour. Bonjour. Peut-être 2-3 mots sur qui tu es. Donc, je suis Céleste. Je suis responsable communication chez Nerepix. Donc, moi, je vais plutôt intervenir sur la partie justement réseaux sociaux, campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux notamment, et stratégie de communication globale. Parfait. Et donc aujourd'hui, on a 2 invités. On va commencer par Pouf. Pierre. Allez. Qui est intégrateur graphique. Intégrateur graphique. Globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est développeur, donc les lignes de code, mais je vais me baser sur toute la partie graphique, d'où l'intitulé d'ailleurs, d'un site internet. Ok. Donc en gros, c'est toi qui fais qu'un site est joli ou pas ? Ouais, c'est ça. S'il faut vulgariser, c'est ça. Contrairement à Mathieu, qui fait en sorte que ça soit bien moche. Vraiment bien moche. On peut faire mieux. Mais fonctionnel. Moi, le but du jeu, en effet, ça va être plutôt que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y ait des actions qui se passent. Par contre, après, à quoi ça ressemble ? Comment c'est ? Quelle couleur ? Oui. Ok. À vous. Donc si je résume, en gros, toi, tu fais des trucs qui marchent mais qui sont moches. Exactement. Et toi, ça marche pas mais c'est beau. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous êtes là ensemble. Exactement. Et vous allez, contrairement à ce qui est indiqué derrière nous, pas trop vous bagarrer finalement. Vous êtes plutôt complémentaires. Pas trop. Okay, pas trop. Eh bien, première question, les garçons. Selon vous, pourquoi un site internet est indispensable pour développer son chiffre d'affaires ? L'avantage d'un site internet, déjà par rapport à une boutique, globalement, c'est déjà qu'il est consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le gros point. Outre le fait évidemment que ce soit beaucoup moins cher, parce qu'on n'a pas de locaux à avoir, on a juste un hébergement, et puis le site est accessible pour tout le monde. Également, c'est l'occasion de véhiculer son image de marque, donc on est complètement autonome en fait sur ce qu'on a envie de transmettre et on peut le changer. Donc un site internet est évolutif, contrairement à une boutique où imaginons il faut casser des murs, etc. si on veut l'agrandir. Un site, absolument pas. C'est complètement différent, c'est immatériel. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça reflète l'image que tu veux donner de ton entreprise. Et toi déjà tu as le temps de chercher tes mots, de trouver tes mots pour savoir comment tu veux me présenter ton entreprise. Et si demain tu te rends compte que y a une petite chose que tu avais envie de changer, tu peux, c'est quand même assez facile de remodeler un petit peu tout ça par rapport à l'exemple que Pierre disait tout à l'heure pour une boutique. En effet, si tu t'es dit cet élément-là c'est vachement bien à mettre en avant, en fait ça marche pas de ouf, tu vas pas tout recasser et changer toutes les pièces tous les jours quoi. Ça va être un peu vraiment pas pratique. Oui, c'est ça. Et puis, en complément, justement, sur ce que je disais sur l'image de marque, c'est que l'opportunité, c'est aussi de mettre en avant son expertise, finalement, et avec toutes les différentes informations qu'on va pouvoir, qui vont intéresser l'utilisateur, finalement. Je prends un exemple, je sais pas, un maraîcher, tiens, imaginons, il n'a pas de site internet, il en veut un. Il fait son site, et il peut mettre, en fait, toutes les différentes informations qui seront accessibles pour le grand public. Et là, quelqu'un, le soir, je prends vraiment l'exemple concret, on est le soir, on est dans son lit sur son téléphone, tiens, ça m'intéresse ça. On n'a pas besoin de se déplacer, d'aller faire 10 km avec sa voiture. On a le site internet directement disponible avec l'ensemble des informations. C'est ça, sachant que le maraîcher ne sera pas forcément disponible quand tu as ta question à lui poser. Si tu vas le dimanche à 7h, non, le maraîcher ne sera pas là. Alors que sur le site, tu peux avoir ton info. En fait, c'est un genre de super commercial qui est là H24. C'est ça, qui est a priori prêt à répondre à toutes tes questions. Ok. Et puis ça dépend aussi du type de site. On va pas avoir les mêmes demandes en fait que ce soit un site, ce qu'on va appeler e-commerce, donc en gros une boutique en ligne, ni plus ni moins, qu'un site vitrine. Donc là, ce qu'on appelle site vitrine, c'est ni plus ni moins la vitrine d'une boutique. C'est l'exemple en fait qu'on prenait avec une boutique tout à l'heure, où là on va être sur un site informatif, où par exemple pour un photographe, on va pouvoir avoir les différentes prestations en fait qu'il va pouvoir proposer avec aussi des réalisations. C'est aussi intéressant, notamment pour le milieu de la photographie, de voir de se projeter en fait finalement de qu'est-ce que moi je pourrais avoir. C'est vrai que ça permet de se rendre compte en effet assez facilement, d'avoir des mises en situation, des choses, et vraiment d'en présenter le plus possible sur telle activité ou telle prestation. On a tout de suite le plus d'infos possible quoi. Ouais, c'est ça, se faire une idée de je pourrais avoir ça, je pourrais avoir la même qualité de rendu. en effet. C'est exactement, c'est ça, se projeter.
Ok, et là vous parlez de sites vitrines, de sites e-commerce. Est-ce qu'il existe d'autres types de sites et c'est quoi le lien entre ces différents formats? Alors, site vitrine, site e-commerce, pour moi, ça va être de toute façon le même objectif, c'est de mettre en avant soit un produit et du coup de pouvoir l'acheter directement sur le site, soit de mettre en avant une prestation et d'aller pouvoir contacter et finalement prendre cette prestation. Après, on peut avoir tout autre site qui vont être plutôt des sites peut-être applicatifs qui, eux, vont permettre de faire des choses. Ils n'ont pas but de vendre soit une prestation, soit un objet, mais d'aller proposer des outils, des fois pour simplifier la vie aussi de l'entreprise qui va l'utiliser. Donc, c'est deux axes différents, mais e-commerce et vitrine ont quand même le même but. Derrière, ça va être de vendre soit un produit, soit une prestation, mais de faire du chiffre d'affaires et du contact. On est d'accord. Tout à fait d'accord. En fait, au final, même un site applicatif peut quand même faire gagner du chiffre d'affaires dans le sens où ça va apporter un gain de temps pour la personne et du coup avoir plus de temps derrière. Dans ce sens-là, oui. Après, il y a toujours un gain derrière. De toute façon, peu importe comment il va être traduit. Est-ce que ça va être de la prestation du produit ou du gain de temps? Le gain de temps, ça va permettre aussi à l'entreprise peut-être de dégager du temps pour autre chose et d'être plus présent en boutique, par exemple, ou d'être plus présent ailleurs s'ils n'ont plus besoin de passer des heures à faire leur compta, à repointer je ne sais quel billet ou je ne sais quelle chose. Ils vont gagner du temps avec leurs clients, par exemple. Et améliorer aussi leur relation client. Il y a plein d'intérêts derrière. Ouais, c'est ça. En fait, le CA, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir agir de façon directe dessus. Ça représente en fait une devise monétaire derrière. Mais finalement, en fait, ça peut agir sur plein d'autres choses qui vont effectivement découler sur le CA en lui-même. Sur peut-être le plus long terme ou de façon complètement indirecte, comme tu le disais d'ailleurs avec l'exemple de dégager du temps, en fait, par exemple. Ouais, donc là on dépasse le côté vitrine, c'est-à-dire qu'en fait sur un site on peut aussi avoir des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps. Ouais. Vous avez des exemples concrets de ce genre d'application? Ce temps-là, il va te servir à quoi? Parce que du coup, tu vas gagner du temps sur ça. Tu finis pas plus tôt le soir. Moi, derrière, ça va me servir justement à passer plus de temps sur d'autres choses. Sur, par exemple, déjà livrer le site plus vite, de façon plus directe. Mais sinon, moi, ça va aussi me décharger mentalement pour passer plus de temps sur, par exemple, tout ce qui va être l'aspect graphique du site. Donc, ce qu'on appelle aussi l'UI pour interface utilisateur et l'UX pour tout ce qui va être le parcours utilisateur. En fait, c'est le chemin que l'utilisateur va faire dans le site. Donc là, après, on va le guider. En fait, on va laisser... on détaillera ça un peu après, alors, je pense. Oui, en fait, c'est très bien que tu parles de ça parce finalement. que c'est globalement la question suivante, c'est comment est-ce que ça rejoint complètement, donc tu vas pouvoir continuer à développer ta question, mais comment vous faites aujourd'hui pour donner envie justement à la personne qui se promène sur le site d'un des clients pour déclencher justement cette envie de prendre contact, de demander un devis ou d'acheter un produit? Je continue ma réponse en fin de compte. Il y a plusieurs aspects, donc je vais déjà commencer par celui du parcours utilisateur, le parcours client. Ça va être le point, je pense, le plus essentiel, enfin en tout cas selon moi. Ça va être en sorte à ce que le site soit fluide dans sa navigation. Je prends un exemple qui est présent sur les 3/4 des sites et qui va vous parler, je pense, et qui va aussi parler aux auditeurs à mon avis. Quand vous faites un mot de passe oublié, enfin déjà vous vous renseignez sur votre formulaire de connexion, votre adresse mail, votre mot de passe. Pas de bol, c'est pas le bon. Bon, vous essayez tous les mots de passe que vous avez. Je m'en souviens plus, mot de passe oublié. Voilà, 3-4 fois tu bloques ton compte. Voilà, dans le pire des cas, on bloque le compte. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le mot de passe oublié. On clique dessus et qu'est-ce que ça nous demande? L'adresse mail. Mais l'adresse mail qu'on a déjà renseignée avant. Donc en fait, il faut la re-renseigner encore une fois. Et après, une fois que bref, vous voyez un peu où je veux en venir. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un de nos mots de l'époque actuelle, ces mots de passe, parce qu'aujourd'hui, tu as des espaces clients sur tout et des mots de passe partout. On te déconseille de mettre le même. Du coup, c'est quand même un sacré enfer de tout retenir. Il existe des solutions pour ça. Je sais pas si c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais ce serait peut-être intéressant de parler de ce genre un jour dans un autre format, de tous ces outils là qui peuvent permettre en fait à chacun de gérer ce genre de problématique, parce que là vraiment l'exemple que tu donnes, enfin moi je le rencontre quasiment tous les jours, quoi. Et puis ça, voilà, tu vois, c'est un exemple que je donne, mais il y en a des milliers et des milliers d'exemples. Et je te parle même pas des mots de passe partagés dans des équipes et tout, c'est un enfer. Après des solutions, t'en as plein, t'as beaucoup de connexions avec Google, t'as des outils comme Dashlane ou NordPass ou choses comme ça qui gèrent tes mots de passe. Après t'as les iPhones qui font ça un peu par défaut, ils te proposent toujours des mots de passe. Ouais, mais du coup il y a un côté un peu flippant là-dedans aussi où tu te dis je me fais hacker mon compte Google. En fait, il a accès derrière à
je sais pas combien de comptes, voire même limite tous mes comptes derrière, parce que... Si tu prends l'exemple de Mathieu, par exemple, du trousseau des iPhones, quand ton mot de passe est exposé ou qu'il est trop faible, il te prévient. Tu as quand même des outils comme ça. Après, je sais pas s'il faut Google, il fait ça aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce genre d'outils de simplification d'utilisation du web. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un format complet là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est très pénible. Et donc, c'est encore plus pénible quand tu dois remettre le mot de passe que tu avais mis au slide d'avant, etc. En termes de sécurité, effectivement, on pourra dédier un point totalement là-dessus, mais c'est aussi, par exemple, pourquoi le message un peu frustrant dans l'expérience utilisateur, mais pourtant, après, il y a aussi des compromis à faire, sécurité et expérience utilisateur, mais le adresse mail ou mot de passe incorrect. Il va pas vous dire quel champ c'est pareil, c'est pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que, imaginons une personne, on prend l'exemple, toujours un peu extrême, mais d'une personne malveillante qui prend votre adresse mail, met un mot de passe et se trompe, et ben si ça met le mot de passe est incorrect, d'accord, donc cette adresse mail existe. Oui, c'est ça, sur cette application. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ça allait plus loin, c'est que maintenant, quand tu redéfinis ton mot de passe, il te dit pas on a bien envoyé un mail, il te dit si l'adresse mail est bien renseignée chez nous, vous devez avoir reçu un mail. Ce qui fait que tu sais pas en fait si ça a marché ou pas. Ça en fait partie, c'est exactement dans cette continuité-là, sur le même module d'ailleurs. Mais par contre, ça pose un autre problème, c'est que potentiellement, tu vois, s'il y a un souci de réception du mail ou de spam, au final, tu sais pas si c'était bien ce mail-là que tu avais rentré ou un autre parce que tu reçois pas le mail, mais c'est pas parce qu'il n'était pas dedans, c'est parce que tu le reçois pas. Normalement, tu as la possibilité toujours de redemander à ce qu'il te le renvoie si au bout de 5 minutes tu l'as pas reçu. Ouais, mais c'est pareil quand ils te disent si jamais on a trouvé un compte, vous allez recevoir un mail. Mais du coup, si tu le reçois pas, tu sais pas. Bon, est-ce que je me suis gouré et ça se trouve c'est pas sur ce site-là que j'ai créé un compte? Est-ce que en fait c'était pas cette adresse mail-là? Est-ce que en fait je me suis pas connecté avec mon numéro de téléphone et n'avait pas mon adresse mail? Tu vois, ça peut être plein d'autres choses. Mais bon. Donc du coup, on met un mot de passe, on remet son mail, et ça c'est pénible parce qu'on l'avait déjà rentré à l'écran. Voilà, mais ça c'est vraiment un cas de figure, un exemple typique pour que ça parle. Après, l'expérience utilisateur s'illustre aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, on va souvent entendre un peu parler du UI et du X. En fait, les deux sont vachement complémentaires. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire quand on va mettre un bouton rouge, plutôt un bouton bleu? En principe, pour les appels à l'action, c'est comme ça qu'on les appelle. On peut aussi entendre parler de CTA. Qu'est-ce qui peut rentrer en compte? Par exemple, c'est à la place de dire je sais pas, réservé, et ben on peut mettre réservé, faire un label en fait plus explicite. Plus on va être clair et plus explicite, mieux ce sera. Donc par exemple, réservez votre chambre d'hôtel. C'est ça, réservez votre chambre d'hôtel. Voilà. Je réserve dès maintenant. Oui, par exemple. C'est tous ces exemples-là. Je réserve en fait. l'un des derniers articles disponibles ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une entreprise sur la page d'accueil. Et en fait, ça rebondit. Tu fais très bien de dire ça. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur la couleur du bouton qui a son importance. J'ai pas l'entreprise en tête. Mais un jour, une entreprise a justement fait un test. Et cette notion de test, on va l'aborder aussi un peu plus tard. Vous allez voir, elle est assez intéressante. Le test de changer de couleur le bouton sur la page d'accueil, ils ont augmenté en fait de 20%. Une agence de voyage. C'était une agence de voyage. Et je crois qu'ils sont passés de vert à orange et ça a modifié les ratios de 20%. Et c'est un truc de fou. Ouais. Et c'est là où en fait l'UI est super importante et ça permet de rebondir encore une fois sur un autre point, ce qui est d'avoir un design attractif. Et l'importance des couleurs. Exactement. L'importance des couleurs. Donc après, ça pareil, ça pourrait être encore un épisode à part entière avec la psychologie des couleurs, etc. Faire venir des graphistes. Oui, par exemple, c'est pour ça qu'on va dire. Après, je pense qu'on en fera sur différents sujets. Oui, ce serait intéressant de développer cette partie-là. Et donc, en gros, pour susciter l'envie, l'idée, c'est ça, c'est de travailler sur les couleurs, l'ergonomie, ces boutons d'action. C'est ça. Il faut en fait se sentir en confiance. C'est-à-dire, dès qu'on arrive sur le site, le mot qui prime, c'est la confiance, la clarté. C'est très important. Ça permet aussi de reprendre ce qu'on a dit au début sur le premier point de l'image de marque. Il faut être super clair en fait sur le message que la personne va véhiculer, va vouloir véhiculer plutôt. Puis on disait tout à l'heure, d'aller simplifier aussi au maximum les choses. Quand on va demander en effet une invite à l'action pour aller demander un devis ou réserver, on ne me demande pas un panel de 800 infos pour que je puisse enfin contacter la personne, sinon je me décourage très vite. Donc le but du jeu, c'est aussi d'aller réfléchir à de quoi le client a vraiment besoin pour pouvoir recontacter et traiter la demande. Qu'est-ce qui peut être superflu? Qu'est-ce qui peut être un petit peu amélioré? Mais voilà, pas avoir un CERFA de 30 pages à remplir si je veux. Et est-ce que ça permettrait pas de gagner du temps? C'est entre les deux. Ça va permettre de gagner du temps, mais il faut aussi laisser la possibilité de contacter rapidement. Parce que je sais que des fois, le soir, t'es chez toi, t'es sur ton téléphone, tu te dis tiens, je commanderais bien de la vaisselle. Si on me demande la taille de mon appart, la couleur de mes meubles,
Bon, moi, ça me saoule, je dirais, bon, bah, on verra ça demain, tant pis, hein, c'est pas le moment de faire ça. Après, celui qui veut vraiment avoir une réponse personnalisée et qui veut prendre le temps de faire ça, bah ouais, ça va par contre gagner du temps sur la démarche commerciale de la personne derrière. Donc dans ce cas-là, on fait quoi? Il y a 2 niveaux de formulaire, t'en as un simple pour ceux qui veulent aller vite et un plus complexe. On peut avoir des options comme ça de, bah voilà, je souhaite détailler ma demande. Et dans ce cas-là, bah, je demande plein d'infos. Ou alors, je veux être appelé, hop, numéro de téléphone, et puis ça, c'est direct. Ou alors vraiment de la demande de contact rapide, nom, prénom, mail, téléphone, un petit message, et puis oui. Et selon vous, comment on peut optimiser la rentabilité d'un site internet pour aller encore plus loin? En vrai, en termes de logique, qui agit en premier sur ce genre de choses-là, sur ce genre de problématiques? C'est le dev ou c'est l'inté? Je dis ça va être un peu les deux, parce qu'en fait, déjà, pour pouvoir optimiser, ça va commencer par d'analyse, de voir un petit peu quels sont les chiffres. Donc là, les chiffres, ça va plutôt être une analyse technique, de voir qu'est-ce qui marche pas, combien de fois les pages sont vues, lesquelles sont le plus vues ou le moins vues, lesquelles sont peut-être jamais vues. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette analyse de fait sur les chiffres, là, on va peut-être discuter avec l'inté en disant, bah regarde, il y a un problème. Là, il y a plein de gens qui viennent sur cette page. Par contre, j'ai 0 contact. Il y a un truc qui va pas. Bon, bah là, il y a peut-être un truc à réfléchir sur la couleur des boutons, sur le placement, sur un élément qui pourrait manquer ou qui serait superflu. Là, il y a vraiment un travail avec les deux, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un travail qui est très logique, mais tellement logique et qu'on en oublie presque. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre sur cette étape-là, cette étape d'audit en soi. Le plus important, ça va être de prendre du recul sur notre propre métier et se placer au maximum en tant qu'utilisateur et se dire, bah, par exemple, tu as pris l'exemple de, tiens, il peut manquer peut-être un bouton ou quelque chose. Bah, qu'est-ce qui peut manquer? Et je reprends l'exemple de la table et de la chaise. C'est-à-dire que là, on s'est tous assis, on s'est pas dit une seule fois, oh bah c'est à la bonne hauteur, oh la chaise me fait pas mal aux fesses. Alors techniquement, si, sur les micros, on s'est posé la question. Enfin, bon, je prends l'exemple d'une porte, ok? On utilise la porte, on va pas dire, oh qu'est-ce qu'elle est bien cette porte, la poignée est fluide, etc. Par contre, si ça bloque, qui se sont posé la question en tout avant. cas, on se le dit pas comme ça. Oui. On se le dit pas comme ça. Mais par contre, si ça bloque, là, on va faire la remarque. Ouais. Et sur le web, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être ça rejoint l'expérience utilisateur fluide, en fait. Tu remarques ce qui marche pas, en fait. C'est ça, on remarque tout de suite ce qui marche pas. Et nous, notre objectif, c'est faire, en fait, du travail qui ne va pas se faire remarquer de la part des utilisateurs. C'est là où ça a un peu ce côté aussi, mince, j'ai pas de reconnaissance sur mon travail. Oui, en fait, c'est ça. Quand tu veux que ça fonctionne bien, si tu veux optimiser, c'est que de son arrivée jusqu'au moment où il y a la conclusion, donc le contact, etc., il doit y avoir rien qui bloque. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a des milliards de paramètres, en fait. Il y en a plein. Après, tout dépend de l'objectif aussi initial du site. On parlait tout à l'heure des différents types de sites internet. Et bah, tout va dépendre en fait du type de site internet qui est souhaité. Tout va dépendre de l'objectif du client. Tout va dépendre aussi de la structure du client. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Et c'est là en fait où rentre en jeu la notion de sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à la demande. Ok, et ça, vous le faites à chaque fois pour chaque... On le fait à chaque fois. Pour chaque site qu'on fait? Ouais, pour chaque site. Ok. Toujours. C'est bien parce que moi je suis dans le bureau d'à côté, je découvre des trucs et tout. Ok, ça roule. Et par contre, sur un site qui est déjà fluide, quel levier on peut venir rajouter de manière ponctuelle ou récurrente pour aller encore plus loin dans la performance Bah là, il y a du site? plein de choses à faire. Je faisais une métaphore à Pierre il y a pas longtemps qui est assez marrante. Je lui ai dit en fait, un site, ça sert à rien. C'est comme une voiture, ça ne sert à rien. L'objet en soi, l'objet site internet ou l'objet de voiture ne sert à rien. T'as acheté ta voiture, tu sors du concessionnaire, t'as fait un petit peu de route avec, tu l'as montré à tes copains, elle est jolie, machin, c'est cool. Si tu mets pas d'essence dedans, si tu changes pas les pneus, si tu fais pas les plaquettes, si tu fais pas d'entretien, bah en fait ton objet voiture en soi ne sert plus à rien du tout. Et le site internet, bah du coup, ça va être pareil, c'est que tu l'as fait, tu l'as créé, il est joli, il est beau, tu l'as montré à tes copains, à ta maman, tout le monde trouve ça génial. Par contre, si tu le laisses de côté, si tu l'animes pas, si tu le maintiens pas, si tu fais pas des actions autour, que ça soit sur Google par exemple avec des Google Ads, avec des réseaux sociaux, des choses comme ça, bah en fait il va juste se perdre un petit peu dans le flow des sites internet et il aura plus d'intérêt. Donc si tu veux le rendre vraiment intéressant, bah, t'as plein de leviers, t'as en effet de l'animer, donc ça peut être soit des articles, des blogs, des choses comme ça peut être mettre à jour les produits pour que t'aies aussi plus d'informations à proposer à tes clients un petit peu tout le temps, et après ça peut être de travailler autour, bah voilà, sur les réseaux, sur Google, sur autre chose. Carrément. Il m'a tout piqué. Non, mais en même temps, c'est vrai, je trouve qu'on l'exprime rarement aussi clairement, mais c'est vrai que faire un site internet et le laisser comme ça et se dire ah bah j'ai rien et tout, ouais, c'est un peu. Alors je sais qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a les clients qui le font eux-mêmes, qui animent leur site en fonction des contenus et tout, mais c'est aussi possible de vous solliciter en fait pour faire ça. Là, techniquement, c'est plutôt. Enfin, ça dépend sur quel type, je pense, de levier.
Mais il y a aussi beaucoup de leviers qui, là, en soi, sont plutôt réalisés par l'équipe communication. Lesquels, par exemple? Par exemple, typiquement, ce dont Mathieu parlait au niveau de l'animation du site, ça va être l'équipe communication, de par les compétences de rédaction web, qui vont plutôt s'occuper de faire les articles. Ça peut être aussi des réalisations. Après, effectivement, ça peut être aussi la mise à jour régulière du site internet, l'ajout de produits. Nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, ou même à la création du site internet. Si le client n'a pas envie de s'occuper de son rédactionnel, nous, on peut l'interviewer et derrière rédiger les textes. Et ça va être quoi la plus-value en fait pour le client? En fait, si ça se trouve, il sait écrire, il peut le faire lui-même. Quel intérêt il a à passer justement par le... En général, déjà, c'est le gain de temps. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il va gagner du temps pour son activité à lui, quoi. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a quand même une façon d'écrire sur le web et on n'écrit pas sur le web de la même manière qu'on pourrait écrire un roman, par exemple. Et il y a quand même des codes à respecter, des tournures de phrases ou même des optimisations dans les textes, dans les titres, les sous-titres, par exemple, auxquels on ne va pas forcément penser si on n'est pas dans le milieu du web. Voilà. Okay. Puis nous, l'avantage, c'est qu'on a aussi un petit peu de recul. On n'est pas au cœur de l'activité. Donc déjà, on va pas partir du principe que c'est bon, c'est facile, on connaît parce que on est dedans tout le temps. Et on va aussi aller en général pas trop dans le technique parce que la personne je reviens sur de la vaisselle, je m'en fous de comment elle est cuite, à combien de degrés, machin. Quand je veux acheter de la vaisselle, je veux soit du carré, soit du rond, du bleu ou du vert. Mais j'ai pas besoin d'avoir autant d'informations. Alors que le client, s'il est trop technique, trop dans son métier, il va peut-être perdre aussi un peu ses clients potentiels. Exactement. Et du coup, on revient à ce que Pierre disait tout à l'heure, des obstacles qui vont en fait peut-être décourager la personne de contacter, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, j'ai fait une recherche il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, sur un blog. Le blog, à quel point c'est puissant sur un site. Donc en fait, comme vous l'avez dit, un site internet, ça doit être vivant. Globalement, ça doit être vivant pour Google et pour l'utilisateur. De plus en plus, parce qu'en fait, Google se tourne de plus en plus user-friendly, comme ils appellent ça. Donc vraiment tourné vers l'utilisateur. Un blog, ça représente environ, alors j'ai bien environ, c'est entre 40 et 50% de taux de conversion en plus sur un site. Okay. Et est-ce que ça a un lien, parce que tu parlais des utilisateurs de moteurs de recherche, mais est-ce que ça a aussi un lien avec la façon dont les intelligences artificielles, qui se développent énormément, peuvent prendre en compte ton site ou pas? Le fait d'avoir un blog, par exemple, ou même d'animer ton site. J'avoue que le sujet des intelligences artificielles, j'ai pas trop creusé ce point-là. Donc je pourrais même pas vraiment répondre précisément ou approximativement, j'en ai aucune idée. D'accord. Et est-ce que toi, tu as un peu de... Je sais pas si on peut encore répondre à 100%, être sûr de ça. Je pense qu'on sait pas encore exactement comment les IA se servent du web pour aller répondre à des demandes, parce que les IA, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein, donc globalement, si je leur demande est-ce que le ciel est bleu et qu'ils me répondent oui, je dis non, t'es sûr qu'il est pas plutôt vert? Ah, vous avez raison, des fois il peut être un peu vert. Il va aller de toute façon, en fonction de ce qu'on va lui demander, il va aller mettre la réponse qu'on a demandé pour pas nous frustrer. Mais je pense que par contre, en effet, oui, c'est un peu comme Google, il va quand même prendre en compte ce qu'il y a dans ton site, comment il est animé, quelles sont les nouvelles choses pour se renouveler et puis pouvoir en fonction en plus déjà de sa date de dernière mise à jour, s'il se sert, parce qu'il y en a qui sont pas toujours synchronisés et ça dépend en plus des versions. Mais est-ce que justement par logique, par bon sens, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'un site qui finalement est animé très régulièrement a quand même plus de chances d'être cité ou en tout cas référencé par les IA, alors qu'un site qui n'a pas bougé depuis, ou peut-être pas justement, peut-être que la stabilité d'un site très ancien pourrait jouer en sa faveur, je sais pas, est-ce que vous avez des... Par logique, on pourrait se dire que vu qu'il est censé se baser sur des réponses et des logiques il y a beaucoup de gens qui demandent ça, souvent ils vont voir ce site là parce que le contenu est intéressant, je vais plutôt aller leur proposer ça parce que ça a l'air d'être ça qui se fait. On pourrait se dire que c'est ça, il y a de grandes chances que ça soit ça. Après ça se modère. C'est aussi possible qu'ils se disent moi j'ai tellement de connaissances, j'ai trouvé une petite niche, une petite information très peu connue dans ce site là qui est perdu au fin fond de Google, peut-être qu'il peut aussi proposer cette chose en plus. De toute façon ça évolue tout le temps, donc c'est compliqué de donner des réponses empiriques. Oui, et puis l'intégration de l'IA dans nos quotidiens, c'est quand même encore très récent et pour le moment, on ne sait pas encore vers où ça va aller. Il y a de grandes chances effectivement que passer par des IA devienne en fait le prochain Google et remplace en fait nos recherches sur Google. Donc il va falloir s'y préparer, ça c'est sûr. Mais par contre,
à l'inverse, pour moi, un point qui est important d'aborder aussi, c'est que si on prend le chemin inverse, utiliser les IA pour rédiger ces contenus, que ce soit vraiment les pages du site internet ou même l'animation du site sur les blogs, aujourd'hui, ça ne l'est pas encore totalement, mais ça risque fortement aussi d'être pénalisé à l'inverse par Google si tu as utilisé l'IA sur tes textes. Pour moi, c'est déjà pénalisé cette partie-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'IA, en général, elle te fait une sommation moyenne de la façon dont la plupart des gens rédigent par rapport à ce qu'elle a pu engranger comme connaissance. Donc forcément, quand tu lui demandes un texte, et même si tu la mets dans un scénario de, je sais pas, t'es data analyst ou t'es quelque chose d'autre, le problème, c'est qu'elle va... je schématise et je vulgarise énormément, mais... je sais pas, mettons qu'elle a pris 100 000 textes qui ont été rédigés par 100 000 data analysts, ça va quand même être la moyenne de cette façon de rédiger. Et en fait, ces schémas-là, ils sont reconnaissables. Ce sera toujours un peu la même formulation, les mêmes trucs, etc. Du coup, on va revenir quand même à un moment donné plus ou moins à de la copie. De la copie indirecte. Et pour moi, ce sera... déjà, tu prends un texte qui sort d'une IA, alors c'est pas fiable à 100%. D'ailleurs, en général, il t'indique quels sont les taux de fiabilité. Mais quand tu mets ces textes-là dans des détecteurs d'IA, ils te disent oui, c'est un texte qui sort d'une IA ou non, c'est un texte original. À partir du moment où tu as des outils qui sont capables de le dire, Google est capable de le dire et je pense de ne pas apprécier ça puisqu'en fait, pour le rappeler, le but du jeu des moteurs de recherche, c'est toujours de proposer le résultat le plus pertinent, le plus original par rapport à la recherche de l'utilisateur. Donc en fait, si c'est pour lui présenter un truc qui est en fait une copie d'un autre truc, en général, ça, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça qu'on conseille toujours de créer un contenu original, écrit soi-même. Et puis en fait, la question, c'est qu'est-ce que les gens vont venir chercher sur mon site qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. C'est ça, si c'est une sorte de résumé d'agrégation des autres choses, il n'y a aucune valeur ajoutée au contenu que tu viens de mettre sur ton site. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt à le présenter plus qu'un autre. Et donc, typiquement, comme les IA, c'est une agrégation de choses qui existent déjà. Tu es sûr de ne pas faire de nouveau, entre guillemets. Ah, tu es sûr et certain. Là, même pas la question à se poser. Donc, c'est très déconseillé pour l'écriture pour le moment, en tout cas. C'est ça. On peut se baser dessus pour avoir des infos, des idées, des choses à faire. Mais de copier-coller exactement ce que dit l'IA, non, je pense que là, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et puis après, ça peut décrédibiliser au final et desservir en fait l'entreprise. Là, depuis le début, on parle de rentabilité, de chiffre d'affaires, etc. En fait, si tu es pénalisé par Google, si la façon de rédiger est tellement banale que les gens se rendent compte eux-mêmes que c'est de l'IA, en fait, il y a un moment, tu finis par être pénalisé et c'est ton entreprise qui en pâtit derrière, quoi. Qui s'occupe plus du rédactionnel entre vous dans les projets ? Qui est le plus confronté, entre guillemets, au rédactionnel ? C'est moi. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Du coup, la question serait, quand tu reçois du contenu, ça arrive, c'est un truc que vous contrôlez, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est de la copie et tout ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? En principe, ça se passe de façon complètement différente. Déjà, tout dépend par quel support, par quel moyen est-ce que le rédactionnel nous est transmis. En règle générale, c'est via en fait un document directement. Donc tout ce qu'on fait, c'est on prend en fait le rédactionnel et on le met dans le site. Après, effectivement, il y a une relecture qui est faite de la part du service communication où là, ce service-là va se charger en fait de relire déjà pour l'orthographe, mine de rien, pour l'optimisation en fait SEO. Donc finalement, c'est est-ce que le texte est vraiment tourné. Donc après, il y a toute une notion de mots-clés, etc. qui entre en compte, notamment avec du graissage sur les mots peut-être les plus importants, etc. Donc voilà, ce service-là va aussi se charger de cette optimisation en fait SEO et la mise en forme du texte. Donc c'est s'assurer qu'il soit encore une fois clair. Je reviens en fait vite à ma partie qui est la clarté, qui est voilà, il faut que ce soit bien présenté, que ce soit facile, faut que l'utilisateur se sente bien. En fin de compte. Et tu parlais de l'orthographe, finalement, il y a la question de l'image professionnelle que tu renvoies, effectivement, si ton texte n'est pas corrigé, mais ça a un impact aussi sur le référencement naturel. Les moteurs de recherche, ils n'aiment pas trop ça, les fonds Non, exactement. Il faut vraiment que le texte soit rédigé correctement, donc qu'il n'y ait pas de faute, qu'il soit clair, encore une fois. Mais ça, par contre, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi Google. Il faut que Google comprenne. En fait, d'accord, le site internet, qu'est-ce que c'est ? Parce que lui, il le lit, le site, il ne le voit pas. Nous, on le voit. On a une interface graphique. Google le voit encore de façon complètement différente. Donc, c'est pour ça que tous ces différents petits paramètres, en fait, un site internet, c'est plein de détails, plein de maillons de chaîne qui, mis bout à bout, forment quelque chose.
Oui, donc l'optimisation, c'est complexe en fait, c'est beaucoup de paramètres. Oui, c'est ça, c'est tous ces petits maillons en fait qu'on va chercher à optimiser au maximum. Et en gros, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit esthétique, il faut que ça fonctionne, que ça tourne rapidement. Et... Ouais. Eh bien, les garçons, je vous propose de conclure cette discussion sur une dernière question. Comment vous mesurez justement l'impact d'un site internet chez Nerepix? L'impact du site ou des optimisations du site internet l'impact sur les visiteurs, mesurer les retombées en fait. De ce qu'on a dit avant en fait, c'est quand dans la tout ce qu'on a vu avant, c'est pourquoi c'est indispensable, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner et qu'on va susciter l'envie chez les visiteurs d'aller jusqu'au contact. Derrière, pour le client, comment il peut savoir concrètement avec des chiffres que ça a marché? Ouais, le résultat en fin de compte. C'est ça. Pour ça, on a plein d'outils. Hein. Le plus connu qui est Google Analytics, où là, on va avoir en fait différentes informations. On va avoir déjà le nombre de visiteurs, le nombre de visiteurs uniques, etc. Je vais pas tous les faire. Le nombre de visites, les durées de session moyennes, par exemple. Voilà. Combien est-ce qu'il y a eu de visiteurs sur mon site? Ils sont allés où? Ils sont restés combien de temps en moyenne? Et combien est-ce que j'ai eu de demandes de contact? Donc là, si je reprends un peu l'exemple de la chaîne, c'est-à-dire que le taux de conversion, aussi, on va le voir. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur devient un contact? Qu'est-ce qui fait qu'un contact devient un client? Qu'est-ce qui fait qu'un client devient après une vente? Voilà, une vente, globalement une affaire. Pourquoi il reviendrait en effet sur le site? Parce qu'on a mis des nouvelles choses à jour, on a fait en sorte de lui donner envie de revenir et lui proposer de nouvelles choses. Donc en effet, on pourrait mesurer combien il devient fidèle. Donc tout ça, c'est des données qu'on peut avoir et qu'on peut exploiter pour justement jauger si une amélioration qu'on a apportée dans les nombreuses améliorations qu'on a citées avant, finalement a apporté ses fruits ou pas. Et c'est ce que vous utilisez? C'est ça concrètement. C'est le plus connu, c'est vraiment Google Analytics qui va nous donner toutes les infos. Comme Pierre disait, on va pas toutes les citer. Elles sont un peu imbuvables, ces infos dans Analytics. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend. On prend vraiment la donnée pure et après, on va les retransformer. On en fait des jolis graphiques, des évolutions sur les mois, sur les années. Alors oui, quand je dis on en fait des jolis graphiques, je le vois et il se marre. Moi, je prends les données. Tu les envoies dégueulasses par là. Et... alors attends, ça correspond à quoi? Et toi, tu fais en sorte que les gens comprennent en fait ces comprennent son travail, exactement. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que grosso modo, il y a pour rendre le site en fait intéressant et rentable, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, et aussi bien sur le fond, le fonctionnement, que la forme. Et je pense que même on pourrait encore redétailler davantage certains aspects, parce qu'il y a peut-être des choses d'ailleurs c'est ce qu'on a un peu dit, hein, il y a des choses que les gens peuvent faire finalement eux-mêmes, et puis il y a peut-être des choses où il faut être un peu plus spécialiste, et ça peut être tout aussi efficace de passer par en fait une agence, ou en tout cas des gens spécialisés dans ce domaine-là, plutôt que d'essayer de tout faire un peu soi-même et pas forcément bien. Ça dépend après du degré de compétence de chacun. Merci. Merci à notre sponsor pour cette vidéo du jour qui est face à face et qui nous accueille dans ses locaux. Je ne sais pas si on peut parler de sponsoring, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Nerepix si vous voulez voir les épisodes suivants, puisque a priori, on est parti pour en faire quelques-uns sur différents sujets. Tu voulais ajouter quelque chose? Justement, puisqu'on est parti pour en faire sur différents sujets et qu'on a quand même commencé à aborder quelques notions dans cette première vidéo sans rentrer dans le détail, surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire lesquels vous aimeriez qu'on développe. Oui. D'autant plus si vous avez des astuces, des sujets ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde, peut-être pour avoir des conseils pratiques, ou même si vous avez peut-être une expertise à apporter, puisque l'idée aussi c'est nous de faire intervenir. Là, c'est vrai qu'on est entre membres de l'équipe. Alors c'est super intéressant parce que finalement, même en étant dans la même entreprise, on fait pas du tout le même travail et on découvre des choses. Mais si vous avez envie d'apporter une expérience ou quelque chose, n'hésitez pas à nous solliciter via notre site internet ou via l'adresse mail contact@nerepix.fr. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt.